vitesse du son. Bonjour à tous. Coucou. Salut tout le monde. On parle pas pendant les jingles. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous on est prêts, on va pouvoir vous tourner le Geeking 283 qui s'annonce fort complet parce qu'on a beaucoup de sujets. C'est aussi mon retour, je suis ravie d'être parmi vous, c'est pour ça que j'ai pris la place du chef. J'ai avec moi pas mal de monde, je vous laisse vous présenter, allez-y. Charlie, je reviens de Berlin. Puis il est trop froid. Je reviens de nulle part. Et bien sûr à la régie on a De comme l'enfer. d'habitude Jeff qui va faire un super travail et qui va être au taquet et qui va être sans faille comme d'hab quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Vous êtes prêts? Prêts? Vous le On sentez fait bien? un petit Ouais. retour sur l'Inde pendant une demi-heure ou on commence direct? Non, je ne veux pas vous faire un petit retour. Si vraiment vous voulez voir des trucs, alors du coup, je vais parler d'un truc que Jeff n'a pas préparé, mais sur mon compte Instagram, il y a des photos. C'est @linilim, c'est la même chose que sur Twitter. Inilim underscore, non? Linilim underscore, en plus, bien ouais. Donc ouais. voilà, je vous laisserai voir. Si vous avez des questions, posez-les-moi sur Twitter ou Instagram, j'y répondrai, y a pas de souci. Mais là, on est là pour parler de trucs geek. Alors du coup, c'est parti. Et on va commencer avec toi, Charlie. Ouais. Mais de quoi vas-tu nous parler? Un petit jeu vidéal, c'est presque du rétro gaming, c'est Burnout Paradise Remastered. J'ai bien mis le titre, tout va bien. Donc c'est un jeu donc, qui arrive début mars, précisément le 16 mars. Et Burnout Paradise, je pense que beaucoup de monde le connaît, mais il était sorti sur PS3 360 en 2008 déjà. Ça fait 10 commence à ans. ouais, donc putain, c'est- déjà Ouais. Et ouais. Oh. Mais il a duré tellement lancé en longtemps vieux. avec tous les DLC qu'il y a eu Ouais. qu'on a l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps, mais effectivement il arrive le 16 mars. Enfin, il donc. revient du coup. Il revient sur une version remastered, donc ils n'ont pas refait complètement le jeu, ils l'ont juste passé donc en HD. En HD et même en Super HD pour ceux qui ont la chance d'avoir une PS4 Pro ou une Xbox One X, sur laquelle il tournera en 4K 60 FPS. Alors là, ça va. Les frimeurs. Vous allez avoir les yeux qui vont saigner tellement ça va aller vite et ça va être beau. Quoi dire sur ce jeu? C'était un énorme jeu d'arcade en monde ouvert, un Burnout. Bon, je pense que tout le monde connaît la série des Burnout, hein, c'est des courses endiablées pendant lesquelles tu fonces dans tes ennemis Ouais, pour faut leur les faire. exploser, ça. Tu leur fonces assez modérément dedans, ils font tout de suite 3-4 tonneaux, donc c'est vraiment de la grosse arcade. Et ça va à 100 000 à l'heure, c'est ça qui est vraiment bien dans ce jeu. Moi je suis fan des jeux de course arcade, donc forcément je l'avais retourné dans tous les sens le premier. Et celui-là, je pense que je vais devoir m'y remettre parce qu'il faut savoir qu'il est... Alors Burnout Paradise, quand il est sorti sur PS3, ce qui est bien, c'est qu'ils ont eu une politique de DLC. Je sais pas s'ils étaient tous gratuits, je crois pas. Je crois qu'il y en a eu quelques-uns payants, mais au début ils étaient gratuits en tout cas. Et ils ont vraiment entretenu le jeu pendant des mois, voire des années. Et donc là, le jeu qui va sortir aura directement inclus les 8 DLC de l'époque. Ok, comme un Game of the Year quasiment, quoi. Ouais, tout à fait. Ça La sera version GOTY, tout en un, tous Ouais. les DLC, tout compris. Voilà, en Full HD, voire en 4K pour ceux qui ont des bonnes machines. Donc ceux qui ont adoré le jeu, écoutez, je pense qu'ils vont tous se le reprendre. Et ceux qui n'ont pas connu le jeu à l'époque, allez-y parce que c'est un super jeu C'est un peu d'arcade. ton FF7 en fait, c'est ça. Il ressort, tu l'achètes. Ah, ça va être que la deuxième fois, ça va. Ça t'aide la marge encore, ça Tombe va. pas là-dedans. Pour info, il va pas être au prix plein, il va être à 39 € à la sortie. Donc effectivement, si j'étais un peu patient, j'aurais attendu qu'il descende vers les 20 €. Ouais. Ce qui va arriver assez vite, je pense, parce que quand même, c'est pas un jeu, Oui, c'est pas- une nouvelle licence, donc ça va baisser assez vite. Mais bon, avec l'excuse des streams, je pense que je vais devoir l'acheter juste pour vous. Juste pour vous. Mais quelle Alors, abnégation, dis donc. dans les DLC, je les avais notés, mais je les ai plus, c'est pas grave. Dans les DLC, il y aura le mode moto. Il y avait un mode moto à un moment donné, Ah ils ouais. avaient rajouté des motos. Il y avait un mode Big Island, je crois, donc ils avaient rajouté une île à côté de la carte principale pour vraiment étendre le jeu. Il y avait un mode Toy Paradise Toys, où avec les voitures en mode Hot Steel toutes petites, où tu faisais que des cascades et t'avais un mode. Ah oui, t'avais un super mode. C'était Cops and Rubber, je crois. C'était du Capture the Flag. Enfin, ils avaient rajouté plein de modes pour le multi. Et franchement, il est tellement complet que c'est une super bonne affaire. Si vous l'avez pas retourné dans tous les sens sur la génération précédente. Tu remets une couche sur cette expression, il y a beaucoup plus dans la chatroom. C'est-à-dire Faut le retourner, faut Ah. dans tous les sens. Ah ouais, s'y d'accord. remettre. Ah, ça va. Bon, écoutez, on va conclure sur ça. Hein.
Je vais conclure, mince. Je vais juste rajouter que il sortira donc à la sortie sur Xbox, je l'ai dit, sur PS4. Sur PC, il est prévu et je sais que vous l'attendez tous sur Switch. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce, donc Donc à voir. à voir. Sur Switch, ça peut être marrant avec le motion control. Ça peut donner des trucs assez fun. Non. Non. Dommage. C'est de l'arcade, ça joue avec une manette, c'est tout. Ah, c'est un jeu de voiture. Si, peut-être les motos à la limite, mais Bah voilà. voilà. Mais sinon, bon. Mais sinon, je dis non. Sinon, je vote non. Non, parce que c'est vraiment un jeu qui va à 100 à l'heure et c'est vrai que le tout petit défaut du jeu, c'est que c'était en monde ouvert. Donc quand tu fais des courses, que tu essaies de zioter la minimap pour savoir où aller, quand tu roules à 200 à l'heure au milieu de la circulation, c'est un peu tendu, quoi. Mais bon, après, c'est un coup à prendre. Mais, c'était pour les vrais, quoi. Voilà. Comme toi. C'est ça. C'est ça. Allez, on va passer à la prochaine news, ou plutôt prochain sujet. Timo, ça va être à ton tour. Toi, tu vas nous présenter un comics. Ouais. Dont le nom nous dit déjà ce qu'on va trouver dedans. Hein. Quasiment. Hop là, voilà. Donc c'est la nouvelle sortie de chez le Snorgle, la petite maison d'édition qui s'est lancée dans l'édition de comics sur un catalogue plutôt indépendant. C'est un comics de Marguerite Bennett et Ariella Cristantina. Marguerite Bennett qu'on avait déjà eu sur Animosity, qui était un comics déjà bien sympa où les animaux du jour au lendemain s'éveillaient, ils parlaient comme nous. Ah, c'était et eux tout. qui avaient fait ça, d'accord. Ouais, donc c'est elle qui avait fait ça. Tu l'avais lu toi aussi après. Je l'avais lu, ouais. Donc C'était assez rigolo, ouais. c'était une histoire déjà bien sympathique. Et là, ça revient dans un autre registre un peu plus horrifique, gore, malaisant. C'est moins de 18. C'est moins de 18 facile. Il y a énormément de scènes de sexe, il y a énormément de scènes gore, des scènes de sexe plutôt lesbiens. Dans ces scènes de sexe, il se passe des trucs assez cradingues liés aux insectes. Genre, hein, on va te cracher un œuf dans la bouche pour que qu'il y ait une gestation de ce truc qui ressortira plus tard. Des trucs bien crado. Donc ça se passe dans le Londres victorien et on va suivre Lady et Maria. Donc Lady qui est sur la couve, oui, exactement. Donc Lady, c'est la métisse. La nana un peu bronzée, et Maria la rouquine. Non mais c'est important, ça joue dedans parce que ce comics va dénoncer quand même certains trucs au niveau du racisme déjà ordinaire et tout ça, mais aussi de la position de la femme dans le... Je peux pas tout vous montrer. C'est pas très CGU, hein, faut faire très attention. Une page sur deux, tu peux pas la montrer, quoi. Non, c'est un peu ça. Une page sur deux, tu peux pas la montrer. Et en fait, c'est deux nanas. Donc au début, Lady est mariée à quelqu'un et qu'elle déteste. Et ce mec-là, il lui fait vivre un enfer. Elle a fait plusieurs fausses couches. Elle peut rien dire. Au niveau de la société, elle a pas son mot à dire sur quoi que ce soit. Donc quand elle voit les mornais se faire enterrer, elle ferme sa gueule. Alors que de l'autre côté, t'as le mari qui perd, qui va perdre des paris et qui va gueuler dans tous les sens, des trucs. Et il se trouve que à un moment, elle va avoir des pouvoirs qui vont sortir, des trucs, des capacités hors normes qui vont sortir d'elle littéralement, liées très insectes. Et ils vont essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, essayer de trouver une place dans cette société où elles se retrouvent que toutes les deux, elles se retrouvent avec un enfant, elles se retrouvent comment faire pour être acceptées dans une société qui déteste déjà juste les femmes et les lesbiennes, et qui déteste aussi tout ce qui est un peu fantastique, quoi, toutes les bestioles, parce qu'il va y avoir, il n'y a pas que elles qui ont des capacités bizarres, on va retrouver d'autres animaux plutôt fantastiques, des chiens métamorphes, plusieurs trucs de ce genre-là. Et tout ça, ça crée un univers super fouillé, vachement enrichissant, qui est très intéressant. L'univers est très sombre, mais l'héroïne, Lady, a un comportement plutôt feel good, tu vois, genre elle est très positive dans sa façon de voir les choses, elle est très optimiste. D'accord. C'est vrai que ça se ressent pas. Ça doit apporter un peu de légèreté aussi, parce que sinon ça serait peut-être c'est pas juste un truc gore horrifique stressant pour rien. On y retrouve quand même du bon sentiment derrière. Après, c'est juste qu'elle va vivre une situation vraiment particulière.
Et c'est assez cool, c'est de bout en bout, les dessins fonctionnent bien. Un seul tome ? Non, il devrait y en avoir plusieurs. Mais là, t'as un arc qui se termine Ouais. quand même ? Ouais. Ok. Et alors pourquoi des insectes? Parce que quand on pense au Londres victorien, on pense pas trop aux insectes. Bah, on pense aux loups-garous, on pense à Ouais. tout ça, et les insectes, bah, c'est pas réellement spécifié encore. On sait pas D'accord, trop. c'est pas encore écrit. C'est Mais, pourquoi pas, quoi. Ouais, c'est pourquoi pas. On se focalise à chaque fois sur le même type de bestiole, ben là, hop, Ouais, faut passer à un autre truc, chose, quoi. Ouais, un truc pourquoi pas après, hein. qui a pas trop été fait. Donc fait de manière intelligente quand même. Hein. C'est pas du cul pour du cul constamment. Même s'il y a quand même certains passages un peu bizarres où t'as l'impression une des deux doit forcément avoir un orgasme pour déclencher sa magie ou un truc du genre. Ouais. Là, il y a un truc comme ça où j'étais... Putain, repens. Heureusement qu'il n'y a pas de magicien comme ça dans la vraie vie, parce que sinon on ferait pas grand chose. L'invasion, Alors, c'est bon. soit c'est ça, soit j'ai absolument rien compris à la scène et c'était totalement gratuit. Hein, mais Bah écoute, je le lirai ce soir. je te dirai. mais on en débat demain. franchement, c'est une bonne découverte, un très bon univers. C'est quelque chose qui a très peu été fait. Ce genre de... Enfin, ouais, c'est très peu été fait tout simplement. Et donc, Oui, du Londres victorien avec des lesbiennes et des insectes. Jusque-là, c'est original. Voilà. On dirait un peu l'effet de Doctor Who, hein. J'avoue. Ben, c'est ça. Donc voilà, donc c'est bon pour Tu moi. recommandes, toi ? Ah ouais, je recommande, j'ai Ok. vraiment bien aimé. Hein. C'est une très bonne découverte. Donc là, c'est le premier tome, deuxième tome, on sait pas trop. Je quand ça sais pas sortira. trop quand. Mais Non. on sait que ça continue. Ouais. Ok, pas mal. On va continuer dans les... J'allais dire dans le Londres victorien, mais c'est pas vraiment, c'est Full Metal Alchemist. Ça se passe pas vraiment dans une époque victorienne au final. Je sais pas pourquoi Non j'ai du ça en tout, tête. c'est une époque un peu moderne, on a quand Ouais. même tout ce qui est véhicules, armes à feu et tout ça. Donc ouais, j'ai vu le film Full Metal Alchemist. J'ai vu pour vous. Voilà, je l'ai vu Alors. pour vous. Je Alors. l'ai vu pour vous. Alors, Moi j'avais vu Death Note alors. Hein. voilà, Chacun je sa vais en croix. parler un moment. Donc c'est le film Full Metal Alchemist, il a été dispo depuis cette semaine là, depuis le 19, il est dispo sur Netflix. Alors c'est un film qui est sorti, je crois en décembre dernier au Japon, mais qui arrive là maintenant chez nous. Pour résumer un peu Full Metal Alchemist, qu'est-ce que c'est? J'ai un petit manga là. C'est l'histoire de Ed et Al, donc du coup deux frères, Edward et Alphonse. Eduardo. Ed et Al, deux alchimistes qui ont en partie pour l'un et complètement pour l'autre perdu leur corps suite d'une transmutation interdite où ils ont essayé de faire revivre leur mère. Alphonse a perdu tout son corps, Ed a perdu un bras et une jambe et du coup ils cherchent la pierre philosophale pour essayer de retrouver leur corps. Et pour mener ces recherches, l'un des deux frères, Edward, s'est engagé parmi l'armée en fait, il est devenu alchimiste d'état et du coup on suit là du coup le début de leurs aventures où ils font leur première recherche autour de la pierre philosophale et ils vont se rendre compte qu'il existe des êtres un peu malsains et maléfiques qui s'appellent les homunculus, qui sont au nombre de 7 comme les 7 péchés capitaux. Et donc, je précise, c'est un manga qui est devenu culte, qui est sorti au début des années 2000. Moi personnellement, en plus, c'était mon premier shonen. Donc, C'est vrai Ah oui. c'était mon premier shonen. J'ai c'était découvert ton l'animé quand c'est sorti sur Canal+. Et donc, pour moi, en plus particulièrement, ça a une petite place spéciale. Et du coup, j'ai vu ce film. J'en ai entendu parler il y a quelques mois. J'ai vu les premiers trailers et j'avoue que les premiers trailers me faisaient un peu peur. Mais finalement, qu'est-ce que ça vaut? Alors, pour les gens qui connaissent pas du tout Full Metal, eh ben finalement, ça passe. Parce que, pourquoi? Pour ceux qui connaissent pas, t'as Pour dit. ceux qui connaissent pas, parce que je pense que quand on connaît, on peut cringer sur certains points. Mais quand on connaît pas, qu'est-ce qui se passe? En fait, sur ces 2 heures de film, ils ont repris les 4 premiers tomes. Et ils ont réussi à réadapter le tout de manière à ce que ça tienne la route. Et pour moi, ça, c'est le premier bon point du film. C'est-à-dire qu'au niveau de la narration, ils ont dû couper des choses qui, forcément, parce que c'est pas possible de mettre déjà l'intégralité de 4 volumes sur les 27 au total en un film de 2 heures, c'était déjà beaucoup. Donc ils ont fait des coupes. Et ils vont pouvoir en faire des films. Et ah ben si, mais moi j'ai eu l'impression à la fin que est-ce qu'il ferait pas une suite si le film marche bien, du coup à l'international avec Netflix, est-ce qu'il n'y aurait pas une suite qui serait produite? Parce qu'il faut savoir, c'est distribué par Netflix dans le monde, mais c'est produit par la Warner japonaise. Ok. Donc c'est pas une production Ouais, Netflix. d'accord. là. Mais là, Donc, du coup, à voir. le film, si tu le regardes, il se termine vraiment? Genre, t'as une fin, Ouais, il y a quand même. En fait, il y a moitié une conclusion, mais. T'as une ouverture. Il y a en une gros. scène post-générique, je dis pas ce que c'est. Il y a une scène post-générique Oh qui non, tease. Ethnic Fury encore. Il y a une scène post-générique qui tease genre, hé les gars, c'est pas fini.
Et voilà, donc au niveau de narration, ils ont fait des coupes, ils ont supprimé certains persos, forcément. Et du coup, ils ont enlevé certains passages, ils en ont réécrit d'autres pour que ça aille plus vite. Et au final, ça tient la route. Moi, c'était la première surprise, c'était ce dont j'avais le plus peur. Lust. Donc ça, c'est un des bons points. Un autre bon point, c'est au niveau des acteurs. Oh non. Oh, c'est moche ça. Ah, c'est Alors, la chimère. Au niveau des acteurs, c'est assez inégal, mais par contre, j'ai vraiment trouvé bien l'acteur qui joue Edward, qui s'appelle Ryosuke Yamada. Il faut savoir que c'est son tout premier film. Et je pense que quand on est un jeune acteur, j'ai cherché sur internet, j'ai même pas vu qu'en fait il avait fait des séries, des dramas japonais ou des trucs comme ça. Quand c'est ton tout premier film, que t'as le rôle principal dans le film Fullmetal Alchemist, c'est quand même pas mal. Il se donne à fond, malgré la perruque affreuse qu'il a sur la tête. On est d'accord. Franchement, Ouais, ça fait un au peu moins no cosplay, le héros. hein, Voilà, en plus, il y a des plans, ils reprennent des plans assez iconiques de l'animé et tout. On dirait le prince dans Shrek. Charmant. Charmant, ouais. Voilà. Après, il y a quand même des mauvais points au niveau de l'actorat de manière générale. Enfin, l'actrice qui fait Winry, Winry qui est du coup un personnage féminin qui est assez génial parce que c'est la strong independent woman par excellence. L'actrice est en surjeu constant à hurler pour un rien. Machin, elle est insupportable. C'est vraiment. Alors, ils l'ont introduit plus rapidement dans le manga, c'est-à-dire que dès la première scène, Ed a son automail qui est abîmé. Du coup, elle arrive pour le réparer et elle reste tout le long du film. Donc, on va plus vite. Il n'y a pas tous ces allers-retours entre Central et leur vie natale et tout. Ça, à la limite, on comprend. Mais l'actorat est hyper inégal. L'acteur qui fait. Roy Mustang, que vous avez vu avec son gant là. Lui, ça va, c'est pas mal, mais le problème, c'est il y a un truc, les costumes sont bien. Notamment les uniformes de l'armée là qu'on voit, ou le gant avec le truc de l'alchimie du feu de Roy. Les costumes sont pas mal. Par contre, les perruques, mais vraiment, c'est la perruque parade ce film. Entre Ed, Roy, Lust, Envy, du coup les homonculus, c'est vraiment la perruque parade et ça gâche tout. Là, du coup, vous avez tous les personnages. Moi, c'est vrai qu'ils sont moches. Hein. Ouais, non, il y a des points qui sont vraiment pas jolis. Aussi, du coup, toujours au niveau de tout ce qui est costume et tout ça. En haut à droite, il y a l'araignée dans Game of Thrones. L'armure, je la trouve complètement folle, quoi. Bah, l'armure, par moment, elle rend super bien. C'est hallucinant. Hein. Par moment, pas du tout. Vraiment, ça dépend des scènes. Il y a des scènes où, genre, la lumière tombe dessus assez bizarrement. Par contre, ce qui moi, m'a étonné, finalement, le design passe hyper bien en live action. Oui, carrément. Parce que c'est avec des pics partout, il a un pagne, enfin, c'est la totale. Ça pourrait être complètement ridicule. Et finalement, non. Là, dans cette scène, je trouve que ça rend bien. Et ici, pas du tout. Là, je sais pas. Je trouve qu'il y a des moments, il y a un effet très plastique. Alors, ça passe peut-être, on le voit peut-être mieux en mouvement que là en screenshot. Mais il y a un effet assez plastique par moment sur l'armure. J'avais lu qu'ils avaient embauché des millions enfin ils avaient mis un méga budget rien que pour l'armure parce que c'était le truc le plus important du film. On le sent qu'il y a du budget, même là vous voyez derrière les décors, des costumes des autres, là c'est des figurants qui font des personnages très mineurs, et au niveau costume et tout on sent qu'il y a du budget et on sent qu'ils ont vraiment voulu bien faire. Par contre, du coup, le budget pour les CGI, pour les effets spéciaux, c'est pas vraiment ça. Là, on a vu la chimère tout à l'heure. Moi, je la trouve pas trop mal encore. Ça aurait pu être pire. Par contre, on a une espèce, voilà la chimère, la fameuse chimère. Si vous connaissez pas le manga, vous allez pleurer. C'est celle la plus triste. C'est l'une. Et alors là, par contre, au niveau de tout le monde a dit ça. J'ai jamais pleuré quoi. Oui, mais t'as pas de cœur. Mais si, je pleure devant tous les films, sauf celui-là. Mais au niveau de la tension et tout, c'est bien retranscrit quand même. C'est vraiment parce que c'est l'acteur qui fait Ed s'y donne à fond et qu'on y croit quoi. Mais par contre, là vous avez vu aussi une espèce d'armée immortelle un peu artificielle, bizarre. Là par contre c'est une catastrophe. Ah oui. Voilà. Là par contre c'est une catastrophe. Là c'est en plan fixe un peu de loin. Dites-vous qu'il y a un gros plan sur le monstre qu'il y a au milieu là, genre avec un dézoom. On voit du coup l'œil qui sort de son front, la bouche qui s'ouvre et tout. Je suis pas sûre qu'au niveau PS3 on faisait ça quoi, c'est pire. C'est vraiment moche quoi. En plus il y a un énorme problème dans la scène, c'est-à-dire qu'on voit toute cette armée qui est au plafond, ils ont l'air d'être des millions et quand ils tombent au sol il y en a plus que 100. L'armée en elle-même c'est normalement, enfin dans le manga c'est à la toute fin, dans le tout dernier arc, et là il l'amène ici, je trouvais ça un peu bizarre. Loin, à la limite, je me suis dit, c'est peut-être un élément, genre pour faire plus de stress, pour faire un élément de. Un plot twist, machin, mais au final, ils s'en débarrassent très très vite. Ça ne sert à rien. Ils ont ramené ça. Autant il y a des choses, il y a des bons choix au niveau du découpage, autant ce truc ne servait à rien, et en plus c'était moche. Pourquoi en fait, c'est littéralement, ils ont fait des bons choix, ils ont fait des mauvais choix. Et c'est pour ça que globalement, c'est un gros mais. Et c'est pour ça que je me dis, les gens qui connaissent pas le manga, peut-être qu'ils vont peut-être aimer.
comme il y a des jolis costumes, des CJ qui sont pas trop mal, des acteurs, certains oui, certains non. À la limite, quand on connaît pas le manga, je me dis pourquoi pas. Moi qui Ça peut connais les beaucoup de ramener, manga, justement, j'ai eu du mal. La seule chose qui m'a fait, et alors là j'ai envie de dire un gros merci à la société de doublage, en fait je l'ai regardé en VF. Parce que le fait d'entendre du japonais sur du Full Metal, comme j'ai même les animés, autant Brotherhood que le premier, je les avais regardés en VF parce que la VF est excellente. Et alors là, j'ai cherché sur internet, j'ai vu que c'était la même société de doublage avec les mêmes doubleurs, au moins pour les personnages principaux, Ed, Al, Roy et tout ça. Ah, ils ont repris les voix des. Ouais, et alors, cool, genre du coup, ça Dans passe. Death Note aussi, ils avaient beaucoup fait un mieux. peu ça. Et ça passe Voilà, bien, mais du coup, quoi. en comparaison avec Death Note, c'est pas du tout le même type d'adaptation. Enfin, pourtant, on est sur 2 mangas iconiques des années 2000. Death Note, autant ils ont essayé de complètement réécrire de trucs à la sauce américaine et ça prenait pas du tout parce que des personnages étaient très mal écrits. Là, quand on reste beaucoup plus proche du manga de base où juste on a redécoupé la narration pour essayer d'avoir. Pour essayer d'avoir un truc qui tient la route en 2 heures. Ça passe mieux. Donc moi je le recommande quand même. J'ai vu beaucoup de mauvaises critiques. Des gens qui disent ah c'est nul, machin et tout. Revoyez Death Note et imaginez ce qu'ils auraient pu faire à Full Metal. Moi je suis globalement... C'est un gros mais je suis plutôt contente de l'avoir vu. Il y a eu un moment où du coup il y a tout un truc, tout le passage avec Shaw Tucker et tout ça, et la chimère c'est vraiment bien retranscrit. Et je me suis dit genre ah mais c'est pas si mal en fait. J'ai pas passé un si mauvais moment que ça en voyant ce film. Et franchement ça aurait pu être pire. Ouais, donc au final, t'as regardé pour nous, mais nous aussi on peut regarder quoi. Ouais, du coup, je vais peut-être le regarder. Tu l'as convaincu. Franchement, mais moi je conseille la VF. Franchement, je conseille la VF parce que le japonais ça fait très bizarre. C'est dans le manga, ça se passe pas dans un pays asiatique. C'est un pays un peu, alors c'est pas un vrai pays. Une sorte d'Allemagne. Ouais, c'est une sorte c'est un truc anglo-saxon parce qu'il y a des noms genre tout ce qui est Bradley, Mustang. C'est un peu comme Attack of the Titan. Ouais, C'est voilà. très chelou de voir un monde un peu germain avec ces noms-là comme ça et que les gens parlent japonais. C'est très troublant. Franchement, le fait d'avoir le texte en Francu, japonais, ça me faisait très bizarre et je l'ai passé en français et ça allait mieux. D'un seul coup, ça allait beaucoup mieux. Il y a le live action Bleach qui sort aussi, j'ai vu le Oh là là. le trailer. Ouais, ça Non, a pas l'air si naze. Mais je sais pas du coup qui c'est qui le produit ce live action Bleach, mais j'ai l'impression qu'ils sont partis. C'est vrai qu'ils ont fait Attack on Titan, là on a eu un Death Note, on a un Full Metal, ils sont partis pour tous les faire. Oui, on a Ils tous ont un en tête. filon, quoi, donc ils vont le creuser. On a tous en tête cette horreur de Dragon Ball Evolution. Donc s'il vous plaît, ne refaites pas comme ce film-là. Faites des choses, même si c'est moyen. Mais je l'ai jamais vu. Au full, mais tu l'as jamais vu? Eh ouais. Le regarde Et je suis pas. content. Oh, le Mais, regarde pas. Ça peut être une bonne sinon, regardez Brotherhood. Sinon, regardez. Oui. Je conseille aussi le premier animé qui est un peu moins joli esthétiquement parce qu'il est plus Moi, vieux. mais la fin, Mais est un peu naze, ah, moi j'aime beaucoup. La fin avec le film. L'histoire d'amour, là. Ah non, j'ai pas vu le film. Voilà, le premier Qui est censé animé se rattraper, termine. Le ouais. premier animé, ouais, il se termine avec le film Conqueror of Shambhala. Ouais. Donc la fin est différente. Moi j'aime beaucoup. Je conseille de regarder les deux parce qu'en fait il y a genre du coup 2 scénarios parallèles. Ouais. Moi je trouve ça plutôt cool dans l'idée. Mais donc, j'ai aimé les deux séries voilà, à aussi. la limite, ouais, regardez le film et puis après vous regardez Brotherhood. Et là c'est bien. Merci en tout cas pour ton avis. On va continuer dans les animés cette fois, vraiment. Timo, Ah oui. tu vas nous parler de Gangsta. Encore une fois, c'est un Exactement. animé plus de 18 quoi. Oui, bah écoute, le dernier épisode c'était le truc du malaise, le dernier que j'avais fait avec toi, où c'était que des trucs de dépressif et tout. Voilà, c'est que des trucs plus de 18 ans. Donc c'est comme ça, hein, j'ai des périodes. Il faut dire que j'étais pas là pendant un mois. Je sais Ouais. pas si Donc c'est- voilà, donc il y a Au des début trucs, c'était la dépression et à la fin c'était ah elle revient. C'est ça. Donc, ouais, donc ça c'est un animé, je suis tombé dessus totalement par hasard. J'avais fini de regarder Gambling School sur Netflix, qui était un animé aussi produit par Netflix plus récent, et j'avais un avis plutôt mitigé dessus. Et une fois que je l'ai terminé, il y a eu une nouvelle suggestion, c'est ça, Netflix sont assez forts là-dessus, il a commencé à capter que j'aime bien les seinen. Donc j'aime bien les trucs plus adultes que les shonen plutôt classiques, où il y a au final peu d'originalité. Et du coup, j'ai pu me lancer dans Gangsta. Donc, Gangsta, on suit un duo d'amis qui bossent ensemble dans une boîte qui est d'hommes à tout faire. Donc, c'est des mercenaires, en fait, qui sont souvent engagés soit par la police, soit par la mafia pour soit buter des gens, soit pour repeindre des volets ou faire des réparations. Ils font un peu de tout dans tous les sens, voire même gigolo par moment. Et sur ce duo-là, en fait, il y en a un des deux qui est ce qu'on appelle un indexé. Donc c'est une personne qui
je vais pas vous dire comment, mais a des capacités physiques un peu hors normes. Donc il est super balèze, il a des réflexes super vifs et tout. Et petite particularité, il est aussi sourd et muet. Donc, non, pas vraiment muet, plutôt sourd, il entend rien du tout, mais il peut parler un petit peu, il apprend un petit peu quand même à parler. Et donc Nick et Warwick vont recueillir Alex Chan, c'est la nana qu'on voit là, ou un peu après, qui est qui est une prostituée au tout début. Tac. Hop, celle-là, qui est une prostituée au tout début, qui est forcée par son copain de faire le trottoir, de subir tout ce que les hommes ont envie qu'elle fasse. Et ces deux mecs-là, qui la voient tous les jours depuis leur fenêtre, vont finir par aller l'aider, sans qu'elle demande quoi que ce soit. Ils se rendent compte que le mec la maltraite et tout. Donc ils finissent par buter le mec, et ils recueillent la nana avec eux. Et de fil en aiguille, le fait d'avoir cette nana qui va rentrer dans leur petite organisation, ça va permettre à nous, en même temps qu'elle, de découvrir un peu le passé de ces deux personnes qui ont, ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants. C'est pas une histoire très joyeuse, on apprend sur beaucoup de choses, sur aussi le fonctionnement de la ville qui est assez particulière, où c'est vraiment la mafia qui gère un peu tout, ils sont hors du système un petit peu. Moi, pour avoir vu quelques trucs et quand tu m'as expliqué, c'est quand même dur comme histoire. Ouais, c'est une histoire, c'est pas pour enfants. Non, carrément pas. C'est plus du... Ouais, c'est pas pour enfants pour une autre raison. Effectivement. C'est plutôt du type seinen, vraiment assez violent, mais pas non plus trop gore ou quoi que ce soit. C'est vraiment, s'il tue quelqu'un, tu vas avoir du sang un peu partout, et puis voilà. C'est pas l'animé du siècle non plus. On s'attache aux personnages, on s'attache à tout l'univers qui est créé et tout. Et ça reste après sur la construction de l'histoire plutôt classique. Dans le fond, on va voir que la relation avec tel ou tel personnage, on retrouve ça dans tel animé, ou on retrouve ça dans tel manga. C'est vraiment certains stéréotypes de personnages qu'on retrouve quand même, et même au niveau du passé et tout, quand tu commences à avoir de la bouteille en termes d'animé, de manga et tout ça, tu devines tout de suite les ficelles. Donc, tu conseilles quand même du coup ou pas? Ouais, par contre ça reste quand même très très bon, et surtout en termes d'animation. L'animation elle est complètement dingue au niveau j'allais dire qu'au niveau des scènes d'action, mais en fait c'est faux. Du début à la fin de l'épisode, t'as une animation qui est vraiment bien foutue. Alors c'est pas aussi propre et beau qu'il y a sur Violet Evergarden qui est sorti en ce moment, mais eux ils sont totalement pétés, je sais pas ce qu'ils ont comme budget. Là c'est un petit peu en deçà, mais l'animation des combats est super fluide et ça fonctionne vraiment bien. Donc je vous le conseille, il y a que 12 épisodes et je suis... Qu'est-ce que j'avais demandé, 12 fois 20 12 fois 20, je suis pas sûr qu'il y ait une suite. C'est pas quelque chose qui est sorti tout de suite, ça date de 2016 je crois, de 2015-2016. Donc je sais pas. Il y a eu qui en avait parlé du manga papier. D'accord. Et voilà. Donc je vous le conseille. Voilà, c'est sur Netflix depuis je suppose pas très longtemps parce que je l'avais jamais vu avant et d'un coup ça a popé sur ma tronche. donc voilà. Bon petit seinen sympatoche. Bien. Du coup, ce qu'on va faire, on va se faire une petite pause avant de passer à la partie 2 de l'émission. Dans la partie 2, c'est notamment là où on parlera de ce fameux nouveau jeu, Dragon Ball Fighters. Je vous tease un peu pour vous rester tout à l'heure. Et puis, à tout de suite. Plein d'autres choses. À tout de suite. Et partie 2 de l'émission, on va commencer par un sujet que vous attendez tous, j'en suis sûre, qu'il s'agit de Dragon Ball Z, le jeu qui est sorti. Ah mince, je crois qu'on enfin, Dragon Ball Fighters. Je suis désolé. Je me suis fait par Charlie qui a mis la casette de papel. Voilà. On n'a pas assez de tablettes. Donc j'ai enfin chopé Dragon Ball Fighters.
Donc vous avez sans doute dû le voir passer parce que un tout petit peu. Visuellement c'est quand même une espèce de grosse tuerie de dingue. Et quand il avait annoncé, je sais plus, c'était à l'E3 donc il a annoncé l'année dernière. Ouais. C'est ça, hein. C'était le jeu qui a fait sensation avec Spider-Man. Il y avait genre 2 jeux. Ouais, Spider-Man était bien cool et lui. Plus Dragon Ball que Spider-Man. Ouais, mais complet. Alors, visuellement, t'es là, tu fais putain, c'est un film d'animation, mais c'est le manga en même temps. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Moi, je savais que c'était déjà possible parce que j'avais déjà chopé des Guilty Gear et je savais que c'était déjà un peu ce mode 3D, 3D manga comme ça. Mais alors là, ils l'ont poussé à l'extrême. C'est complètement hallucinant. C'est vraiment très beau. T'as l'impression de jouer l'animé. Et voilà, donc il me tardait de mettre la main dessus. Donc ça y est, j'ai enfin mis la main dessus. J'y ai joué. Alors j'y ai joué pas tant que ça, mais j'ai joué avec un pote quelques fois. On a bien pu le prendre en main. Donc le gameplay, je l'ai bien saisi. Ça ressemble à quoi niveau gameplay? On est plus sûr. Du Guilty Gear. Guilty Gear. Mais Okay. Guilty Gear et Street Fighter. Avec une couche de Marvel versus Capcom quand même. Avec parce qu'il y en a 3. les grosses attaques hyper spectaculaires. Dans Guilty Gear, il y en a pas mal, mais j'ai passé jouer. il y a des grosses. En effet, t'as toutes les attaques de tous les personnages, genre un Kameha ou des grosses boules de feu dans tous les sens. J'ai pas vu de Genkidama, mais par contre, tu détruis quand même pas mal de choses suivant les personnages. Là, ce qu'on voit, c'est issu du jeu. Oui, tout ça c'est issu du jeu. Okay. Tout ça, c'est ouf. Hein. Et donc on est sur du Guilty Gear assez simplifié quand même. Ouais. Assez simplifié parce que tu n'as pas des milliards de coups à apprendre par personnage, c'est pas complètement différent. Mais tu vas retrouver les mêmes styles de combos, genre quart de cercle avant et R2, R1, où dès que tu as chargé un peu ton chakra pour augmenter la puissance, il y a plein de petites touches de gameplay assez intéressantes. Et en fait, les personnages en eux-mêmes se jouent pas de la même manière, mais tu vas quand même faire quasiment les mêmes coups à chaque fois. Donc tu perds pas trop de temps. Combos, quoi. Ouais, t'apprends pas. Voilà, tu passes pas complètement ton temps. Tu peux pas faire les mêmes touches avec Ino, avec Eddie, ça marchait pas. Quoi. Alors que là, tu prends Boo, tu prends Son Goku, tu fais quart de cercle avant R2, et ça va te lancer un coup spécial en règle générale. Donc les combats, en fait, ça se lance. Tu choisis 3 personnages, 3 personnages dans ta team qui vont affronter 3 autres personnages. Et en fait, donc ils vont avoir. Je te laisse faire, c'était bon. Ils vont avoir chacun leur barre de vie et tu vas pouvoir avoir plusieurs interactions avec ces personnages. C'est pas juste. J'ai mon personnage, il meurt, c'est le suivant qui passe. Tu peux changer à tout moment, lui dire toi viens m'aider ou remplace-moi complètement. Comme dans Marvel vs Capcom du coup. Ouais, et il régénère un tout petit peu de vie. Très important le fait de pouvoir juste dire toi viens m'assister. Genre juste prends un coup pour moi ou viens m'aider un tout petit peu plus à faire donner de puissance à mon attaque et repars, je recontinue, j'ai Freezer, je fais appel à Son Goku juste pour un petit truc, il repart, ou changer complètement de personnage pour permettre à Freezer de se recharger complètement sa vie. Enfin pas complètement, mais il y a une barre de vie bleue qui peut se recharger plus tu laisses longtemps. Donc ça donne lieu à des combats assez long au final. En ligne, j'en ai fait plusieurs, donc je vais reparler du mode histoire après. Mais en ligne, j'en ai fait plusieurs. Je me suis fait complètement tataner la gueule dans tous les sens. J'ai pas gagné un seul combat, mais pas un seul. Donc des fois c'était ma connexion qui merdoyait, donc ça lagouillait un peu, mais en règle générale c'est plutôt parce que je suis encore plutôt naze. Les mecs ils jouent super bien avec ce gameplay de switch de personnages. Et c'est une histoire de vie qui baisse, mais si tu changes de perso, elle baisse pas en entier. C'est ça. Elle remonte. En fait, quand tu enchaînes énormément de coups, ta barre de vie descend, mais tu as quand même une sorte de réserve bleue qui reste, qui comme peut, un tampon, elle, en fait. revenir. Ouais, c'est ça, un tampon qui revient. Et le mec... Et elle revient quand Quand il est, quand il est en mode repos. D'accord. Et les mecs, ils arrivent tellement bien à gérer leur truc dans ce sens-là, c'est que toi, t'es en train de défoncer le personnage, tu te dis c'est bon, je l'ai bientôt niqué. Hop, il change le perso et t'arrives toujours pas à niquer l'autre perso. Ça remonte à fond. Les combats peuvent être assez longs. Oui, s'il gère bien ses persos. Ouais. Mais les combats sont, en manière générale, vachement beaux.
C'est pas juste j'appuie sur croix pour envoyer mes petites boules de feu dans tous les sens et tout. Le fait d'avoir un gameplay plutôt simple au niveau de lancement des coups spéciaux et tout, te permet d'en prendre plein les yeux visuellement et d'enchaîner très facilement plusieurs coups spéciaux sans avoir galéré. Il faut juste bien avoir géré par exemple son chakra, bien avoir géré plusieurs trucs. Et c'est assez impressionnant. Elle est dans la composition des équipes, elle est où? Si elle n'est pas forcément dans la difficulté, elle est dans le fait de bien mettre sa garde. Sa garde de vie. De bien gérer ses persos, c'est plus stratégique. La difficulté, c'est de bien jouer. Ouais, la difficulté, c'est de bien jouer. De bien comprendre quand même les différents gameplays des personnages. Tu vois, quand tu vas prendre Piccolo, il va avoir plus un système de grab d'autres persos. Alors et du coup, est-ce que, comme il a dit, c'est stratégique et tu composes ton équipe par rapport à sa fille en face aussi? Ah non. Non, tu peux pas. Ça, tu sais pas trop le personnage, enfin le joueur contre qui tu tombes en face, en ligne. Mais tu peux avoir une équipe un peu complémentaire ou te dire. Par contre, tu peux avoir des personnages complètement complémentaires. C'est à toi de voir si tu préfères avoir un gros personnage bien lourd comme Nappa ou Yamcha qui trace la glace et qui peut foutre une branlée à n'importe quel personnage du monde. Ah, la revanche de Yamcha. C'est complètement dingue. Hein. Tu peux dire Yamcha, il peut totalement défoncer Beerus, quoi. C'est en mode what? Comment ça? On te dit c'est pas du chakra, c'est du ki. Ouais, c'est le ki. En effet, c'est le ki. C'est à cause de Naruto, j'ai le chakra toujours comme ça. Et Hugues nous dit que la formation de l'équipe est archi stratégique. Bah, et ça, il faut... faut vraiment... déjà, il faut avoir pas mal testé tous les autres personnages pour comprendre comment ils se jouent. Et après, une fois que toi, tu as des affinités avec tel ou tel personnage, tu vas te composer ton équipe ultime au bout d'un moment. C'est sûr que tu vas avoir tes favoris, tu vas switcher très facilement entre... Enfin, si tu tombes sur un personnage qui a besoin de... qui est trop rapide, bah, tu vas essayer de trouver un counter, donc il faut quand même composer son équipe de manière assez intelligente et pas se dire bah, je vais tomber que contre le même type de personnage. Du coup, pour découvrir les personnages, il y a un mode histoire? Alors, il y a un mode histoire, en effet. Le mode histoire, il est assez intéressant. Ils ont introduit un nouveau personnage qui s'appelle C21. Nijuichi. C'est cette nana-là. Donc, ça va être... Bref, je vous laisserai découvrir qui c'est. Mais en fait, tu te retrouves dans un monde où les personnages de Dragon Ball ont leurs pouvoirs qui ont été un peu bloqués et qui se retrouvent avec une âme qui est implantée en eux. Genre, tu commences le jeu, Son Goku il se réveille, et en fait, il a une âme qui est implantée, et l'âme, c'est toi. C'est toi qui le contrôle. Et en fait, il part par un petit procédé scénaristique plus ou moins intéressant, ce qui fait que Son Goku va devoir réapprendre à utiliser ses pouvoirs, mais que quand c'est toi qui prends le contrôle du corps. Donc voilà. Vegeta, il est vegan? Non, il est sans gluten. Oh, merci pour les blagues. Ça défile dans le chat. Et donc, vous allez essayer de comprendre pourquoi tous ces personnages ont les pouvoirs un peu bloqués et tout. Et ça crée une petite histoire quand même plutôt sympathique. Ça casse pas des briques, mais c'est assez sympa. Il y a plein de clins d'œil. Donc en mode histoire, tu joues un seul perso? Alors tu joues pas un seul perso. Tu commences avec Son Goku et après, au fur et à mesure que tu vas débloquer certains personnages, tu vas rencontrer des personnages. Ils vont pouvoir être sélectionnables et tu vas pouvoir finir au final par te composer ton équipe de 3 personnages différents et auxquels tu peux attribuer des sortes de cartes qui te permettent de gagner un peu plus d'expérience ou de gagner plus de regain de vie, etc. Parce que chaque chapitre se passe sur une map comme celle-là. Et tu as 20 points d'action pour aller jusqu'au boss. Donc si tu veux faire les combats, il faut bien réfléchir dans quel ordre tu veux le faire et tout. Alors, il n'y a jamais eu un seul moment où j'ai dépassé les 20 barres d'action. Hein. Le mode histoire, concrètement, n'offre aucun challenge. D'accord. C'est assez rébarbatif. Tu t'enchaînes les combats et tout. Et tu peux très facilement... J'ai passé certains combats en me disant allez, je vais le faire. J'appuie que sur X, j'envoie mes boules de feu. J'attends. Hop, c'est bon, Krillin il est mort, combat suivant, tac. C'est pour ça que tu n'y arrivais pas du coup en combat en ligne. Alors, il y a des trucs pareil. Par contre, il y a des trucs assez sympathiques où tu as un mode tutoriel. Certains combats te disent, bah voilà, il faut, si tu veux gagner plus d'argent à la fin, ou plus
d'expérience. Il faut faire ce qui est marqué dans le tuto, donc apprendre certains combos et tout. C'est plutôt cool. Et une fois que tu as terminé le premier mode d'histoire, tu as un deuxième mode d'histoire qui se débloque où cette fois c'est l'âme qui apparaît n'est pas injectée dans Son Goku mais dans Freezer. Donc tu vois à côté plutôt autour des méchants. Ça te force à jouer plusieurs personnages. Ouais, exactement. Donc c'est quand même assez sympathique de pouvoir tester tous ces personnages-là. Il y en a un troisième mode dans le truc histoire, mais j'ai pas encore vu ce que c'était parce que je l'ai pas encore débloqué. Donc ça c'est des petits modes comme ça. Donc en fait quand on se connecte au jeu, on entre dans un salon comme un jeu en ligne en fait. Limite comme un MMO. Donc tu arrives dans un salon où tu peux faire des combats contre d'autres personnages, une sorte de championnat, faire des combats classés et tout le merdier, des combats amicaux, des combats locaux, un petit mode arcade où tu dois enchaîner le plus d'opposants, et le mode histoire, mode entraînement, donc voilà, tu joues un peu là-dedans, avec une arène centrale aussi, et une petite boutique qui te permet de pouvoir customiser ton avatar. Ouais. Tu sais, le petit personnage qu'il y avait là, tout à l'heure sans gluten, tu peux le personnaliser comme tu veux. Enfin voilà, c'est assez sympa. Il y a pas mal de trucs à faire. Moi, il faut que je continue de débloquer un peu tous les persos. Il faut que je continue d'aller plus loin là-dedans. Et peut-être un jour de réussir à gagner mon premier combat en ligne. Oh, c'est mignon. Mais sincèrement, il est vraiment dingue. Ouais. C'est que si t'es fan de Dragon Ball, faut absolument pas hésiter, tu vas forcément t'éclater dedans. Si t'aimes bien les jeux de baston, tu vas forcément aussi t'éclater dedans parce qu'il offre une espèce de fluidité de dingue et une expérience visuelle complètement impressionnante que tu peux pas passer à côté si t'aimes les jeux de baston, quoi. Et quand on n'est pas genre hyper familier avec les jeux de baston, même les Budokai et tout ça qu'on les a pas beaucoup fait, est-ce qu'il est facile à prendre en main ? La prise en main est vraiment simple. Ok, ouais. C'est très efficace. C'est en très peu de choses. En très peu de manipulation, tu fais des coups spéciaux et t'as l'impression d'être super fort. Ok. C'est vraiment. Alors que non. Alors que pas spécialement. Tu passes en ligne, Quand tu passes en ligne, t'as les autres qui savent exactement comment enchaîner les différents coups spéciaux. Ah mais t'es vachement fier de sortir des super coups. Voilà. Tu te dis tiens, j'ai pas galéré à faire un enchaînement de 50 manipulations super cheloues pour réussir à faire un pauvre Kamehameha. C'est vraiment tu fais quart de cercle avant R2. Voilà, c'est bon. Allez. Tu vas faire quoi ? Non, c'est vraiment top. Il est impressionnant. Est-ce qu'on a tous les persos du monde de l'univers ou ils s'en sont gardés sous le coude pour les DLC ? Il y en a qui vont apparaître en DLC. Hein. C'est Bardock et Broly qui ont été annoncés. Moi, j'ai pas acheté la version collector, donc j'ai pas Son Goku et Vegeta en mode Super Saiyan bleu là. Ah oui, parce qu'il y a. Je crois que vous les avez pas du tout, j'étais quand même. Ah, c'est dommage. Je les ai pas en mode blue là. Et donc il va y avoir, à mon avis, il va y avoir une chier de personnages qui vont sortir au fur et à mesure. Donc la version normale, elle est à combien ? Toi, tu l'as payé combien le jeu ? Alors, je l'ai payé 50 balles, mais sur le PS Store, il coûte vachement plus cher. Il est genre 70 balles quasiment. Ouais, mais moi, sur Amazon, je l'ai chopé à 50. D'accord, donc on le trouve un peu moins cher. PS4, Xbox. PS4, Xbox et PC. Ouais. Ok. Donc une grosse recommandation, j'ai l'impression. Oui, il est complètement ouf. Et le jeu est admirablement bien optimisé, en tout cas fluide, beau, rien à redire. C'est le GOTY. Il est peut-être un peu tôt pour parler de GOTY. Par contre, il sera très intéressant à choper en mode Game of the Year. Ils sont achetables en jeu, les persos, tu penses ? Oui, normalement, oui, tu peux les acheter. Même le t'as pas, ouais. C'est pour mais du coup, 300 000 zéniths, tu peux les acheter. D'accord. Ah, faut que tu grindes du coup. Ouais. Okay. Faut que tu grindes pour les acheter ou tu payes ? Non, à l'intérieur, normalement, tu peux les avoir. Okay. Après, les DLC, je suis pas sûr que tu puisses les avoir comme ça. Je pense que eux, il va falloir les acheter. Hein, mais Tortue Géniale, non, il y a pas dedans. Tortue Géniale, ouais, je sens que ça sera un DLC bien délire, ça. Ouais, avec les jeunes filles pleines de vie. Ça peut être cool. Bon, mais merci pour ce sujet. On va passer à quelque chose de complètement différent. On va retourner dans les séries, mais cette fois, ce sera pas un animé, ça va être une série Netflix. Une série qui... Alors... Qui n'est pas vraiment tu m'as gâché ma blague. J'allais faire croire que c'était Marseille, mais non. C'est une série non américaine
qui est sur Netflix, mais c'est pas une série produite par Netflix. C'est effectivement La Casa de Papel. C'est une série espagnole. C'est pas produit par Netflix. C'est pas produit par Netflix. Ouais, je croyais aussi. En fait, non, c'est sorti sur Antena 3 en novembre dernier. Mi-novembre, c'est marqué. Ouais, voilà, c'est ça, de mai à novembre. Et ça a été repris par Netflix et c'est sorti juste après Noël, en fait. Donc voilà, ça fait un petit moment. Sauf que sur Netflix, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont recoupé la série. Oh. Parce que la série d'origine avait des épisodes de 70 minutes et Netflix ils ont dit non, 40 minutes c'est mieux. Donc ils ont tout retronçonné et du coup ça nous fait 2 saisons, une saison de 13 épisodes et une saison 2 de 9 épisodes qui arrivera un peu plus tard. C'est curieux ça, je trouve. C'est curieux, mais je le savais pas avant de préparer cette chronique et ça m'a pas du tout marqué parce que vraiment à la fin de chaque épisode ils ont quand même un petit cliff qui t'amène à la suite. Donc ils ont bien dû couper pour que ça tombe à chaque fois sur des bons moments, c'est bien fait. Bon bref, de quoi ça parle ? Ça parle d'un casse, d'un braquage, alors pas d'une banque ordinaire, ça va être 8 voleurs qui vont faire une prise d'otage dans la maison royale de la monnaie d'Espagne. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, c'est l'endroit où ils fabriquent les billets. Donc ils sont malins parce qu'en fait, voilà, leur philosophie c'est qu'ils vont voler beaucoup d'argent mais sans voler personne parce qu'ils vont imprimer des billets. Et après tout... En gros, ils vont devenir banquiers. Ils vont devenir banquiers. Mais sans faire les études. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc leur objectif en fait, ça va être de faire un casse. Alors déjà, bon, sans faire de victimes, parce qu'ils sont quand même, c'est des méchants mais qui sont gentils. Et surtout, leur objectif, ça va être de rester le plus longtemps possible, parce qu'évidemment, plus longtemps ils restent dedans, plus ils impriment de billets. Ouais. Sachant que leur objectif, c'est de sortir 2,4 milliards d'euros. Faut avoir de l'ambition dans la vie. Voilà. Ils veulent faire quoi ? Racheter Disney ou quoi ? Chacun ou genre qui vont se départager ? Non, ils vont se le partager. Comme j'ai dit, ils sont 8 plus le cerveau de l'opération. Et ça va être super captivant à suivre parce que vraiment ils ont un plan qu'ils ont construit pendant des mois et des mois qu'ils ont travaillé tous ensemble et c'est excellent. J'ai cru que c'était un montage et que c'était Amélie Poulain. Ah oui. Sur celui-là. Parce que le vert il fait très Jean-Pierre Jeunet. Tout à fait, ouais. C'est clair. Non, c'est un peu moins gentil qu'Amélie Poulain quand même. Qu'est-ce que je vous disais que ça va être quand même très intéressant à suivre parce qu'un braquage sur 13 épisodes plus 9 épisodes, tu te dis oula, ça va être un peu tellement. Parce que dans la saison 2 ils sont encore en train de faire le braquage. Je sais pas, peut-être que ça sera comme dans Prison Break saison 2, ils vont s'enfuir, je sais pas. J'ai pas regardé encore. Beaucoup de flashbacks du coup. Alors voilà, on commence, par contre ça commence direct le jour du braquage, donc c'est excellent parce que ça commence direct et puis tu les vois, ils s'enferment dans le truc et ils disent non, on veut pas s'enfuir, non, on va rester dedans. Tu dis voilà, qu'est-ce qui se passe ? Et après donc on va les voir jour par jour dans la banque et effectivement il y aura quelques flashbacks pour t'aider à comprendre comment ils ont fait pour anticiper, parce que souvent, ce qui est un peu jouissif au début, c'est qu'ils anticipent énormément ce que va faire la police. Ouais. Et à chaque fois, ils font un truc, et là, ils ont la super parade, t'es là, comment ils ont fait. Et après, t'as des flashbacks qui t'expliquent comment ils ont pensé à ça, etc. Okay. T'as aussi des flashbacks un peu moins intéressants parfois, où ils t'expliquent les relations entre les différents preneurs d'otages. Ouais. En général, c'est quand même bien. Il y en a juste un où un épisode, je me suis dit, bon, celui-là, ils auraient pu le zapper et faire un peu plus court, mais... Globalement, c'est pas trop dilué quand même, ça avance assez vite. Chaque fin d'épisode, t'as un truc qui se passe qui te donne envie de continuer. Donc c'est très bien. T'as dit c'était hispanophobe ? C'est espagnol. Ouais, tu la regardes en espagnol ? Alors, je l'ai regardé au début en français, puis j'ai fait non, c'est gâché. Je me suis dit, je vais la regarder en anglais. Pour faire est-ce que ça marche bien, mais après j'ai tout regardé en espagnol. Ouais. En espagnol, ça sous-titré français bien sûr. Et non, c'est très bien à regarder en espagnol. Les acteurs sont excellents. Tout cela, il y en a pas un dans les 8 qui ils ont tous un charisme de fou là. Celui au milieu, c'est Berlin, c'est un gros psychopathe, il est excellent. La fille là aussi, Amélie Poulain, elle aussi c'est une tête brûlée. Même côté flic, elle c'est la négociatrice. Donc elle aussi, elle est hyper intelligente. Donc malgré le fait qu'ils anticipaient plein de trucs, elle va aussi réussir à créer des brèches et tout. Du coup, ils vont devoir improviser. Donc c'est vraiment... C'est un Death Note, quoi.
C'est light, qui est Ouais, sur presque, en mode. presque. Mais franchement, c'est. Quoi, c'est plein de trucs. C'est Moriarty versus Sherlock. Oui, ouais. C'est Un presque bon ça. truc, quoi. C'est presque ça. Et franchement, t'as aussi les otages qui vont essayer de faire des trucs, mais bon. Je vais pas À en leur dire petit plus. niveau, c'est ça. À leur petit niveau, voilà. Donc, t'as quand même plein de petits grains de sable qui se mettent dans la machine. Et tu te demandes si ça va craquer ou s'ils vont réussir à rattraper le coup à chaque fois. Donc, Donc sur Netflix. moi, j'ai vu 12 saison épisodes. J'ai vu 12 épisodes sur 13. Comme ça, moi, j'étais sûr de pas vous spoiler le final. Mais tout le monde a dit la fin, c'est énorme et tout. Vite la suite. Et la suite sortira. On a de la chance parce que ça va être assez rapide. Au pire, vous pouvez le regarder en espagnol. 6 avril. Mais sinon, ça sort le 6 avril, voilà, sur Netflix, la fin de la saison. Et l'autre chose à savoir, c'est qu'il n'y aura pas de saison 3. Ils vont pas étirer ça à la Prison Break c'est sur bien, 15 ça. saisons. Ils vont rester sur leur truc. L'histoire, Ouais. elle est finie, quoi. Très bien ça. Voilà. Bah super, ça nous fera des choses à voir. Et moi maintenant c'est à moi parce que oui, moi aussi j'avais un sujet et oui. Donc j'ai passé un mois en Inde, c'est pour ça que je n'ai pas vu grand chose et que j'ai pas grand chose à vous dire, mais j'ai lu. Et j'ai lu notamment ceci. Alors, vous le savez, je lis beaucoup de fantasy, j'aime bien la science-fiction, j'aime bien les domaines de l'imaginaire comme on dit, mais c'est vrai que en France et quand on lit en français, on peut avoir tendance à avoir un peu toujours les mêmes types d'univers, donc beaucoup de châteaux forts, beaucoup de dragons, beaucoup de cet imaginaire qui est très européen. Et je me suis dit, je suis en Inde, alors je vais lire un livre en anglais, et je voulais lire un livre de fantasy qui soit un peu issu de cet imaginaire-là, donc plutôt de l'imaginaire indien. Donc pourquoi pas avoir, je sais pas moi, des dieux indiens, des trucs hindous, ou des djinns, enfin voilà, un autre univers qu'on n'a pas forcément beaucoup en France, qui n'est pas trop développé en France. Et c'est pour ça que j'ai acheté ce livre. Alors, c'était un peu un coup de poker, parce que du coup, je savais pas forcément de quoi ça parle, à part la 4e de couve, qui n'indique pas toujours si le livre est vraiment bien ou pas. En effet. Et j'ai eu de la chance parce que ça va, il m'a plu, donc je peux vous en parler. Ça va. Alors, ça s'appelle The Boy of Fire and Earth, donc c'est le garçon du feu et de la terre. Et en fait, ce mec qui est surnommé comme ça, il va s'appeler Wahid. Wahid, c'est l'enfant d'un humain et d'un djinn. Ça, pas de spoil, on le sait dès le départ. Par contre, lui ne le sait pas. Pareil, son père et sa mère, pour plusieurs raisons, ne seront pas en mesure de lui dire. Donc, il va l'apprendre un peu sur le tard. Et il va l'apprendre pas forcément... Un djinn Levis. Oui, voilà. Et il va l'apprendre pas forcément. Merci Timo. Toujours aussi. C'est drôle. Il va l'apprendre pas forcément de la manière la plus agréable, vu qu'il va se passer pas mal de choses. Des accidents autour de lui, on va dire, qui vont lui faire perdre par exemple son meilleur pote. Pareil, vous inquiétez pas, ça se passe au début. Mais il va vivre pas mal d'aventures. Donc. Je vous l'ai dit, il y a des djinns. Les djinns, on les connaît pas forcément. On connaît un peu avec Aladdin et le génie. Je pense que c'est le seul qui est un peu connu ici en Europe. Ce qui est bien, c'est que l'auteur, même si on est sur donc j'étais en Asie, même si on est sur des livres qui s'adressent à un public qui les connaît un peu, il va mettre des petits chapitres avec pas mal d'histoires que nous on appellerait des ghost stories, donc des histoires de fantômes qui eux correspondent beaucoup à des djinns, avec une nana qui arrête les mecs par exemple dans la nuit, qui a besoin d'aide, et en fait on se rend compte que la nana a des pieds qui sont retournés et qu'en fait voilà, c'est pas vraiment une nana qui a besoin d'aide, elle va dévorer aussi le mec. Voilà, plein de petits trucs comme ça et qui nous permettent de vraiment s'immerger dans cet imaginaire là. Et en fait, en faisant des recherches, je me suis rendu compte, il y a plein de gens qui disaient, mais ça, c'est des trucs que nous disent nos parents quand on allait dehors. Attention, il y a telle personne qui va te manger. Enfin, tu vois que nous, on n'a pas, nous, c'est leur croque-mitaine à eux, en fait. C'est leur imaginaire collectif. Et donc, du coup, c'est vachement intéressant. Ou la bête du Gévaudan chez nous. Hein ? La bête du Gévaudan chez nous. Ouais, c'est ça, ou la dame blanche, il y en a partout, des dames blanches sur la route. Ouais. Voilà, c'est vraiment une bonne façon de se plonger dans cet imaginaire, d'apprendre pas mal de choses. Ça, c'est la couve, tu peux la remettre si tu veux. En fait, à la base, c'était une biologie. Donc c'était ça, c'est le premier tome, Fireboy. Le deuxième, c'était Earthboy. Donc je vous ai mis aussi les couves parce que si vous cherchez un peu sur internet, vous risquez de tomber sur celle-ci. Donc c'est pour pas que vous soyez surpris. Mais il est sorti en 2 ou en 1 ? Mais il est sorti d'abord en 2 si j'ai bien compris, et après ils ont fait la biologie. Et moi j'ai acheté du coup, donc heureusement, j'ai acheté le bon aussi. Ah oui. Voilà, coup de bol. Coup de bol. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le livre se passe au Pakistan. Il se passe en fait à Karachi, qui est donc la capitale du Pakistan.
Donc une ville aussi qu'on connaît pas, une ville où on a un espèce de gros imaginaire, où on pense que tout va être risqué, où il y aura beaucoup d'insécurité, où il y aura beaucoup de terrorisme, où les femmes seront battues, tout ça. Alors l'auteur ne va pas s'en cacher et il va nous le montrer. Il y a pas mal de moments où il n'y a plus d'électricité et en fait le héros, c'est normal pour lui, en fait c'est son quotidien, donc il s'en émeut pas vraiment, il continue leur vie. Et c'est limite... plus triste de voir à quel point c'est pas émouvant pour eux et à quel point c'est émouvant pour nous, quoi, lecteurs. Donc c'est assez rigolo de voir ça. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais ça se passe dans un monde contemporain. Donc Walid, il a 15 ans, je crois, il joue à Donjons et Dragons, enfin voilà, vraiment... du coup, c'est vraiment super quand t'es européen parce que t'as plein de petits trucs qui te rappellent toi aussi ton enfance, toi aussi des choses que t'as vécues et tu t'identifies, mais de façon... vraiment simple quoi, à lui, à tout ce qu'il va vivre, sauf que c'est dans un univers à part, et sauf qu'en fait cet univers à part c'est à côté, c'est notre continent, enfin c'est notre continent, c'est tout, mais c'est pas une autre planète. Donc vraiment trop bien, je recommande. Est-ce qu'il y a une VF? Il n'y a pas de VF. C'est uniquement en anglais. Nick et Draxas. Ouais, je suis désolée, je pense pas que ça va être traduit, je l'ai pas vu en tout cas, donc j'espère que ça le sera parce que c'est vraiment intéressant. Il y a quelques trucs qui sont un peu... qui, moi, m'ont marqué un peu au niveau de la place de la femme, par exemple. Là, dans le livre, la femme, soit sont des mamans, soit c'est la petite amie, enfin voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas de troll, elle n'a pas vraiment de volonté propre, on pourrait pas faire un scénario autour de la nana, tu vois, on sait pas ce qu'elle veut devenir, on sait pas ses envies et tout ça. Donc c'est des choses aussi qui sont à la fois bizarres pour nous, des choses que moi je remarque particulièrement aussi, mais des choses que j'imagine chez eux ne sont pas prioritaires aussi. Celui qui a écrit le livre, il est originaire du Pakistan, donc il connaît bien de quoi il parle, il n'y a pas de souci. Mais il a immigré et il vit en Australie depuis quelques années. Et il a écrit d'abord un livre qui s'appelle Je migrant. Non, Je suis migrant, enfin voilà. Et après, il a écrit d'autres livres, dont celui-là. Donc vraiment, je recommande, si vous cherchez des univers imaginaires qui vous changent un peu de ce qu'on peut voir en France et en Europe, allez-y, si vous lisez en anglais, bien évidemment. Au niveau du prix... Parce que vous allez me poser la question. Ça, c'est 500 roupies. Alors, voilà. 500 roupies. Ça fait 50 centimes. Non, quand même pas. Ça ferait dans les 7 euros. 7-8 euros. Et j'ai regardé un peu sur le net, on le trouve au même prix. Donc les livres en anglais sont pas forcément plus chers que les livres en français. Au contraire. Donc vous le trouvez à 7 $, celui-là. Donc c'est plutôt intéressant. Même si vous voulez juste tester, l'anglais est très accessible. C'est ce que j'avais demandé, c'est pas trop soutenu, ça va? Non, c'est pas trop soutenu. Par contre, si l'anglais est assez accessible, les scènes qui sont décrites sont des fois très violentes, très sanglantes aussi. Je m'attendais pas forcément. C'est plus de 18 aussi, quoi. Ouais, je pensais à du young adulte et en fait il y avait des scènes, c'est crade. Donc voilà, le fait de pas le lire à vos enfants, d'accord, pour qu'ils travaillent leur anglais, c'est pas la bonne idée. Prenez plutôt un sexte. Pour les cours d'éducation sexuelle, ce sera parfait. Bon, voilà pour ma lecture à moi, mais on n'a pas terminé avec des lectures. Fans de Rick et Morty, c'est à vous. Et nous, on va parler de comics cette fois. Exactement. Donc, encore un nouvel arrivé dans le monde de l'édition des comics, décidément. Un nouvel éditeur. Un nouvel éditeur, iComics. C'est par Sullivan de Comics Blog, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui se sont lancés dans le game du comics. Donc aussi beaucoup d'indépendants. Ils ont sorti un autre comic qui s'appelle The Few que j'ai pas lu encore. Et ils ont annoncé aujourd'hui, putain, ça fait plaisir, ils vont sortir les Tortues Ninja. Sur les Tortues Ninja, Soleil avait commencé, ils avaient arrêté ces connards et du coup, je pouvais plus lire quoi. Et là, ça va reprendre et je suis trop content. Donc voilà, ça c'était une super nouvelle. Donc. Ils ont misé sur Rick et Morty. Donc Rick et Morty, une série animée qui fonctionne énormément, qui fonctionne du tonnerre en ce moment, qui est franchement un de mes méga coups de cœur ces derniers temps, tellement cette série est décalée mais en même temps profonde à la fois. Donc je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que ça peut donner un comic sur Rick et Morty? En général, les adaptations en mode comics de médias déjà existants, j'ai un peu de mal. Genre Doctor Who, j'ai assez du mal. Ou enfin voilà. Tout ce qui est dérivé, en fait. Je bloque un petit peu sur les dérivés, exactement. Donc là, je me suis dit, bah, je vais tenter quand même. Donc au niveau du dessin,
ça respecte totalement l'univers de Rick et Morty, hein. C'est pas des dessins qui déboîtent leur mère, c'est le style graphique Rick et Morty, voilà, ça reste du Rick et Morty, quoi. Donc ça fait même parfois un peu enfantin. Hop, si on regarde comme ça, c'est hyper simple. Ça, moi aussi, je pense que je peux ne pas mettre trop de temps pour le dessiner. Mais c'est pas, il y a une voiture ou pas? Il n'y a pas de voiture, il y a des vaisseaux spatiaux par moment, mais donc c'est plusieurs histoires. C'est un recueil de plusieurs histoires qui ont quand même un petit lien entre elles dans le bouquin autour de ce duo, donc Rick et Morty, donc le grand-père et le petit-fils, qui vont vivre des aventures totalement loufoques et complètement barrées, où il va y avoir des histoires de voyage dans le temps, il va y avoir des histoires d'esclavagisme, il va y avoir des histoires de clones un peu chelous, et on va retrouver toute la petite famille. Ça reste du Rick et Morty. Pour ceux qui ont regardé les 3 saisons, oui, toi, c'est vrai que tu l'as lu aussi pour le coup. Je l'ai lu aussi, ça s'insère bien avec ce qu'il y a dans la saison 3 par exemple. Ouais. On n'a plus de barrière, on passe d'un univers à l'autre sans Easy, problème. Donc j'ai bien aimé, mais. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, c'est que ils peuvent pas se permettre de dénaturer le média original. Donc du coup, ils peuvent pas, il n'y a pas de parti pris particulier sur tel ou tel personnage. Bah, tiens, on va lui faire ça. C'est pas possible. Du coup, ils se calquent réellement sur l'existant. Donc tu retrouves le comportement de Rick, tu retrouves le comportement de Morty, tu retrouves Jerry comme il est. C'est des histoires qui peuvent être complémentaires de ce que tu connais un peu. Ça t'offre une certaine perspective sur certains personnages. Un petit peu, mais pas non plus des masses, quoi. Ça va pas les faire évoluer, en tout cas. Non, ça va pas les faire évoluer. Donc c'est vraiment le comics que pour les fans de Rick et Morty. Ouais. C'est quelqu'un qui voudrait découvrir Rick et Morty par là, je pense qu'il va rien comprendre. Simplement. Ah oui, Parce qu'il n'y a pas d'explication de qui est quoi. Ouais. Hein. C'est de suite Rick et Morty, boum, c'est fini. Ah oui, il y a même pas une introduction. Par rapport au cartoon, à l'animé, du coup, ça se situe où? Genre saison 1, saison 2, entre saison la 3, saison 2 et la saison 3 C'est pas marqué. On peut pas le dater exactement, mais c'est C'est au moins une saison 2. aventure à un moment, quoi. Ouais. Ok, parce que par exemple, si on prend les événements de la saison 3, où genre la famille est un peu splittée, machin et tout, ça se situerait avant, du coup. La famille, on la voit pas trop finalement, justement. On la voit quand même, mais il y a pas. Ouais, dans la saison 3, la famille est vraiment splittée, là elle l'est pas. Ok, donc ça se situerait, ce serait une aventure pendant la saison 1 par exemple. Ouais, par exemple. Plutôt 2, parce que là, comme je disais, ils enchaînent vraiment tous les univers, ils se posent plus de questions. Ah, une nouvelle race extraterrestre, non, c'est bon. Ouais, une aventure pendant la saison 2. C'est pour essayer de situer par rapport. Si c'est pour les fans et que pour les fans. Pour situer par rapport au reste, c'est dommage de pas avoir fait juste, tu vois, 2 pages d'intro en expliquant un peu qui. Ouais, bah. Tu vois, juste avec une photo et tu sais, écrit. Ils le font souvent, même dans Batman, des fois ils le font. Oui. Bah là, non. Donc, c'est vraiment adressé aux fans. Mais je pense que c'est fait exprès, c'est pour pas donner envie. Mais non, c'est pas du spoil, j'ai rien dit. La brigade anti-divulgation. Mais c'est incroyable, on peut plus rien dire. C'est quoi ce monde? El Chico, tu dis que c'est 24€, le Boy of Fire and Earth. Moi j'ai regardé sur Amazon mais .fr et c'était toujours à 7$. Donc peut-être que c'est parce que toi t'es en Espagne, je crois. Alors en effet, Moko, c'est pas du tout des histoires qui ont déjà. C'est pas une adaptation en comics de la série animée. C'est vraiment. C'est des histoires inédites. C'est quand même censé t'offrir du contenu original par rapport aux vidéos, quoi. C'est pas la version comics du film Disney qui est sorti et qu'ils ont fait des captures d'écran à tout moment en mettant le texte dedans, quoi. C'est complètement à part. Donc c'est plutôt cool. Mais il faut vraiment juste pour les fans. Si t'es fan, tu peux prolonger un peu. Ça peut être une super idée cadeau pour un fan de Rick et Morty. Ouais. Voilà. Ouais. Il a l'air moins emballé. Moi je suis pas. Ouais, non, moi je suis beaucoup moins emballé. J'ai trouvé que c'était un peu forcé les répliques qui ressortent, certaines répliques vraiment de la série. Et puis l'histoire, ça m'a pas emballé non plus. Donc. Ouais, toi c'est un gros bof quoi. Ouais, je trouve que ça marche moins bien en BD quand même. Mais c'est écrit Est-ce que c'est écrit par l'équipe de la série ou pas du tout? Pas du tout. Okay. Non, c'est un scénariste à côté. D'accord. Ça respecte tout ce qui a été fait.
ça respecte bien la série animée, hein, mais ouais, c'est moins prenant forcément. Et oui, ça fonctionne beaucoup moins bien aussi parce que ce qui est énorme dans la série animée, c'est le doublage aussi, hein, qui est quand même particulier. Et là, avoir un personnage qui bégaye, à la lecture, c'est compliqué aussi. Et oui, forcément. Donc, là, tu fais, mais pourquoi il dit... Ah oui, c'est vrai qu'il bégaye en vrai. Tu peux pas parler normalement, putain. Ah bon, quand t'es vraiment fan, t'as les voix qui se mettent dans ta tête en même temps que tu lis, mais... C'est comme les héros de... Tu les as, tous les héros du professeur? Ah oui, il rote dedans par moment, ouais. Ah oui, blurp. Voilà. Blurp. Et des petits blurps. Ok, donc... Pour toi, c'est à réserver aux fans qu'on dit voilà. Ou à offrir à des fans. Tu sais pas quoi offrir, tu sais qu'il aime bien Rick et Morty, bah attends. C'est ça. Voilà. Ça lui fera plaisir dans tous les cas. Après, il dira peut-être c'est de la merde, tant pis. Mais l'intention aura été bonne. Ouais. C'est ça. Mais voilà, moi j'ai plutôt bien aimé. Ouais, toi t'es plutôt content. Merci de me l'avoir prêté. On va passer à toi. Oui. Dernier sujet. Mais oui. C'est à moi. Alors, amis bordelais, je vais vous mettre un petit papier. Vous devez connaître l'Animasia. Animasia, du coup, c'est un gros festival qui existe maintenant depuis... c'était la 13e édition l'an dernier, donc ça va être la 14e là, en 2018. C'est un festival sur la culture asiatique. Ça y est, t'as habillé Timo. C'est un festival sur la culture asiatique... japonaise, mais pas que. De manière générale, c'est un festival qui a beaucoup évolué ces dernières années. Donc ça a commencé en étant un truc un peu obscur, juste on parle d'animé, de Japon et tout ça, et ça a vachement évolué. Ouais, j'y étais ces éditions-là à Pessac dans une toute petite salle. J'avais fait Pessac. Les premières éditions, un concours de DDR et tout. Ça a grossi, c'est passé dans une peu grosse salle au hangar sur des quais à Bordeaux, puis maintenant au parc des expos, donc encore plus grand. Et ils essayent de se diversifier en fait en proposant plus de choses, notamment au niveau culturel et coutumes. En fait asiatique. Et là cette année, comme ils font un focus sur le Japon, ils font des petits événements qu'ils appellent Animasia hors les murs. Ils ont commencé là au mois de janvier et du coup j'ai été m'intéresser à tout ça. Je suis allée toquer à la porte de chez Mandora Leno, donc du coup l'association et l'entreprise qui gère le festival, voilà, qui s'occupe de gérer le festival. Je suis allée toquer à leur porte, j'ai rencontré Audrey du coup. C'était pas moi. C'était pas la même Asie, d'accord. Qui s'occupait du coup au niveau de l'événementiel, qui s'occupe de l'Animasia. Et j'ai été du coup lui poser des questions. Qu'est-ce que c'est que ce Animasia hors les murs? Elle a bien accepté de me répondre. Donc voilà, petite interview. Que Jeff va vous passer très bientôt. Oui. Oui, tout de suite. On voit la galère en live de... Putain, je l'ai mise où cette putain de vidéo. C'est le petit fascicule de la dernière édition que j'ai récupéré. Elle était belle la couve. Ouais, leur graphiste fait partie de leur équipe et ils ont beaucoup de design très sympa. Sympa. Hein. Et voilà. Je suis prêt. Voilà. Allez, go. C'est parti. Voilà, petite interview, c'est maintenant. Alors, en fait, il y a deux choses. Donc, il y a le festival Animasia, qui a été créé par l'association Mandora. C'est un festival sur lequel on met beaucoup d'animations, il y a des arts martiaux, il y a de la K-pop, il y a des expositions, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. En 2 jours, ça fait beaucoup et c'est vraiment une ambiance de festival. Il y a pas mal de bruit, pas mal d'animations. Et c'était compliqué pour nous de mettre toute la partie culturelle au sein du festival sur 2 jours parce qu'il y a des choses qui nécessitent de la tranquillité, comme de la calligraphie, des choses qui nécessitent des explications et de l'attention, comme la cérémonie du thé. Et donc toutes ces choses-là sur le festival, c'était compliqué de les intégrer. Donc on a décidé d'extraire toute cette partie culturelle et de faire des ateliers toute l'année. Donc c'est pour ça qu'on appelait ça hors les murs, parce que c'est hors du festival, et qui vont permettre déjà à notre public de venir découvrir l'aspect culturel du festival, et aussi à ceux qui ne connaissent pas le festival Animasia, de par ces ateliers, de se dire ah oui, donc en fait j'ai fait un atelier, mais il y a le festival au mois d'octobre, du coup je vais peut-être venir voir ce que ça donne, et de vraiment découvrir la culture asiatique et le festival. Des ateliers culinaires, de l'origami,
de la calligraphie, de l'ikebana. Donc l'ikebana c'est l'art floral japonais, parce que cette année on a mis une thématique Japon sur Animasia, parce que c'est les 160 ans, le 160e anniversaire des relations France-Japon. Donc à cette occasion on met le Japon à l'honneur sur le festival et pendant hors les murs également. Voilà, des ateliers et créatifs et aussi des cycles cinéma. Et là du coup on fait des avant-premières avec des films d'animation japonais. Donc on a fait une première avant-première avec Olusi, un film pour lequel on a rencontré la réalisatrice, on a fait une petite interview. Et puis là on a fait une autre avant-première lundi dernier avec donc, Marie et la fleur de la sorcière, qui est un film des studios Ponok. Très belle avant-première avec beaucoup de monde, la salle était remplie et voilà, tout le monde je pense a apprécié ce film. Il y a des ateliers qui seront peut-être plus adaptés si on a des enfants. Au niveau des films, il y a des films comme Marie et la fleur de la sorcière où on peut emmener des enfants, des films comme Olusi, là effectivement c'est un public différent. Mais on essaie de proposer vraiment un éventail d'activités qui permettent à tout le monde de venir découvrir la culture japonaise. Il y a des thématiques qui vont arriver qui seront par exemple le film d'horreur japonais, qui est une thématique qui est en plus pas forcément abordée sur le festival ou dans d'autres ateliers. Et on va retrouver en fait via d'autres thématiques un lien avec le Japon. Donc si c'est pas un film d'animation, on trouvera forcément un film qui aura peut-être un réalisateur japonais ou peut-être des acteurs japonais. Voilà, il y a toujours un lien à faire avec nos événements. On essaye d'avoir des petites interviews, des petites exclus, que les gens puissent apprendre en fait quelque chose en nous suivant et en suivant hors les murs et le festival. C'est quelque chose de très culturel et qui a vocation de faire connaître, de faire découvrir la culture au plus grand nombre. En fait, c'est la continuité du festival Animasia. En fait. C'est-à-dire que c'est une extension du festival Animasia. Donc il y a le festival Animasia qui existe depuis 14 ans maintenant. Animasia hors les murs, c'est toute l'année des ateliers sur la culture japonaise pour cette année. Et le festival qui a lieu au mois d'octobre pendant 2 jours, c'est vraiment le point d'honneur et le final, en fait, le bouquet final de toute cette année destinée à la culture japonaise. Alors après Animasia, on a prévu encore quelques ateliers, par exemple des expositions qui vont durer, qui vont commencer avant le festival, pendant le festival, après le festival. Et on commencera à annoncer ce qui va arriver l'année d'après, puisque le festival c'est au mois d'octobre. Donc il restera que 2 mois avant 2019 après. Donc on commencera un peu à teaser sur ce qui va se passer, sur la nouvelle thématique pays. Et on mettra du coup un hors les murs aussi pour 2019 en place. On tend vers ça aussi avec le BGF parce que quand on fait venir des invités qui sont illustrateurs ou dessinateurs de comics par exemple, on envisage de les faire venir peut-être un peu avant le festival pour faire une exposition avec nos partenaires. On a des maisons d'édition qui sont bordelaises comme Aquileos ou Bliss Comics qui nous aident aussi à mettre une programmation en place. Pour l'instant, on n'est pas sur la même dynamique qu'Animasia à avoir vraiment du hors les murs toute l'année. Mais on va avoir des petits points d'accroche à droite à gauche qui viennent hors les murs du BGF. Par exemple, la journée qu'on organise au mois de décembre pour Star Wars avec les sorties de films. Concrètement, oui, c'est une extension du BGF et c'est un petit hors les murs qu'on met en place. Et voilà, donc voilà, ça c'était Audrey du coup de l'association Mandora qui travaille pour l'ENO. Il faut savoir, pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'Animasia, ça a pu vous donner un petit aperçu de ce que c'est, ce petit rendez-vous sur l'Asie de manière générale. Et pour les Bordelais qui nous regardent, vous pouvez retrouver sur leur Facebook à Mandora des événements ponctuels comme ça qu'ils vont faire dans l'année, que ce soit du coup les rendez-vous style culturel avec les ateliers créatifs, culinaires et tout ça, ou les sorties ciné. Et justement, je rebondis en sortie ciné, leur événement cette semaine d'Animasia hors les murs, c'était la sortie du film Marie et la fleur de la sorcière. J'ai de petits fascicules qu'ils ont fait imprimer exprès pour l'occasion. Donc nouveau film d'animation japonais qui sortait là, ce mercredi, que j'ai été voir du coup en avant-première lundi grâce à Animasia hors les murs. Alors Marie la fleur de la sorcière, en résumé, c'est un film qui a été réalisé par Hiromasa Yonebayashi.
Voilà, ça c'est dit. C'est le réalisateur de Arrietty et de Petit Monde des Chapardeurs et de Souvenirs de Marnie, donc 2 films de Ghibli. Et à la suite de Souvenirs de Marnie, il a préféré quitter Ghibli et monter son propre studio. Et là, c'est le premier métrage de ce studio. Donc, c'est l'histoire de Marie. C'est une. Regarde, le petit chat était très mignon, j'ai mis le chat. C'est l'histoire de Marie. C'est une petite fille qui vit. Alors, de ce que je comprends, elle n'est pas japonaise de base, elle s'appelle Marie. Donc, elle n'est pas japonaise de base. Elle va faire sa première rentrée des classes au Japon et du coup, elle connaît personne. On est à 1 semaine de la rentrée et elle connaît personne, elle ne sait pas trop quoi faire. Donc, elle explore les bois autour de chez elle. Elle va trouver des petits chats qui vont la conduire dans la forêt jusqu'à une fleur magique. Une fleur magique qui va lui donner des pouvoirs de sorcière. Elle va même trouver un balai coincé entre 2 arbres. Et grâce à ses pouvoirs, du coup, elle va découvrir l'académie, et je vous jure, c'est le nom d'Endor. Et ça s'écrit pareil que dans Star Wars. Donc c'est une académie de magie qui forcément fait penser à Poudlard. Donc les fans d'Harry Potter s'y retrouvent même là-dedans. C'est une académie du coup où franchement on en prend plein les yeux quand on arrive. Les élèves ils font des expériences genre moitié magie, moitié scientifique. Les tours sont immenses, c'est hyper coloré et donc voilà, ça a l'air hyper enchanteur. Elle, grâce au pouvoir de sa fleur magique, elle arrive à tout faire du premier coup. Donc la directrice de l'école, elle est ravie d'avoir trouvé cette nouvelle élève. Sauf que, prank, ça tourne mal. En fait, la fleur en question, c'est une fleur qui a été volée à l'école par une ancienne sorcière, dont le nom, Fleur de la sorcière. Et ça fait penser à Kiki la petite sorcière, un petit peu, oui. Voilà, donc cette fleur en question, la directrice de l'école va vouloir la retrouver. Marie va vouloir la garder et du coup la directrice va poursuivre Marie et pour faire du chantage va capturer son seul ami qu'elle avait dans son quartier, Peter. Donc pareil, toujours pas un japonais. Je sais pas pourquoi les personnages n'ont pas des noms japonais, c'est assez curieux. Mais bref. C'est un film qui est, moi je l'ai trouvé assez sympa, surtout déjà graphiquement, au niveau du chara design et au niveau de l'animation. C'est un studio qui a un budget bien moindre que le studio Ghibli. C'est une équipe qui était beaucoup plus réduite, qui est passée de quelques personnes à quelques centaines de temps de la production. Donc quand même vachement réduit comparé à Ghibli qui est beaucoup plus gros et c'est très 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 joli, c'est hyper bien animé, le chara design est très cool, ça rappelle beaucoup le Ghibli. Je pense ils auraient peut-être pu essayer de s'éloigner un peu plus du trait des personnages Ghibli. C'est vrai que c'est très très proche, mais après voilà, les personnages sont quand même très différents de ça de reste style. beau, hein. Ouais, ah oui non, c'est très 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 joli. Ça c'est vraiment une réussite. On a toujours ce style d'animation avec tout ce qui est décor, c'est peint, c'est d'animation traditionnelle, hein, comme on en fait de moins en moins malheureusement, particulièrement aux États-Unis où les gros studios n'en font quasiment plus. En France, ça reste assez équilibré. Mais voilà, là on est sur d'animation traditionnelle avec des décors peints qui sont somptueux et des personnages qui sont hyper bien animés. La chatroom, dis donc. Oh là là, le pouvoir de sa fleur magique, sérieusement. Enfin voilà. Après, ce que j'ai moins aimé, c'est au niveau de l'écriture. Là, par contre, on sent qu'on n'est pas chez Ghibli. C'est vachement plus manichéen que dans un Ghibli. C'est-à-dire la directrice de l'école, elle a l'air très méchante, et puis Marie, elle est innocente et elle est très gentille. Et on a un peu moins cet esprit de double lecture qu'on a. Moi, sachant que j'ai découvert les Ghibli avec Mononoke, par exemple, qui est l'exemple des personnages non manichéens. Et c'est vrai que là, c'est pour un public qui est très habitué à cette lecture-là et à cette analyse-là dans les Ghibli. Là, on a un peu moins à manger de ce niveau-là. C'est peut-être vachement plus adapté pour un public plus enfantin. Les jeunes enfants vont peut-être vachement plus s'identifier. Du coup, on connaît pas l'âge de Marie et Peter, mais c'est des personnages qui ont une dizaine d'années, donc c'est peut-être plus adapté à un public très jeune. Mais voilà, c'était quand même globalement assez sympa, mais... Ouais, au niveau des personnages, moi c'est ce petit tic. Le personnage de Marie est assez énervant en vrai. Voilà. Je révélerai pas du pourquoi, mais il y a plein de points de rebondissement dans le scénario où on la regarde, on fait mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi? Et en fait, elle a vraiment des réactions d'enfant. Et enfant un peu tête à claque. Ouais, enfant un peu tête à claque. Et quand on connaît pourtant Chihiro qui genre mais hyper débrouillarde et hyper réfléchie et tout ça, on aurait envie de retrouver un peu ça et pas du tout quoi. Là, on a une enfant de 6 ans qui en fait qu'à sa tête et c'est vrai que c'est assez frustrant. Et c'est bête parce que comme une vraie enfant quoi. Ouais, pour le coup, c'est vraiment comme une vraie enfant. Chihiro, elle est presque trop intelligente pour son âge. Mais c'est voilà. Après, on n'est pas du tout dans le lore japonais. On n'a pas des dieux, des kami, comme ça s'appelle, comme dans Chihiro ou dans Mononoke. On n'est pas non plus du tout dans le même type de... On retrouve un peu le même type de sorcière que dans Kiki, mais
c'est vachement plus européen, moi j'ai trouvé dans le traitement là. On a le ballet volant, on a l'école de magie avec la directrice, les élèves et tout, vachement très Harry Potter quand on voit ça. Il y a le Quidditch Non, il n'y a pas de Quidditch, mais par contre ils ont un hangar pour ranger les balais. Et les balais sont genre un peu vivants, pour le coup ça m'a rappelé dans Fantasia Disney, les balais là qui ont une conscience, le balai est comme ça aussi, il parle pas, mais il peut interagir avec son balai, lui dire quoi faire et tout ça. Donc c'est un traitement vachement plus européen, moi j'ai trouvé de la sorcière et moins japonais, donc c'est vrai que ça peut faire penser à Kiki à première vue, mais c'est quand même assez éloigné. Donc je recommande quand même parce qu'il est super beau. C'est un bon moment malgré tout, mais voilà, accrochez-vous parce que Marie est particulièrement insupportable, malgré tous les bons points qu'on peut trouver à première vue, mais bon, je recommande quand même, c'était cool. Donc Virtanas, d'après cette description, ça a l'air bien mieux écrit que Doctor Who. Merci Virtanas. Je veux dire, on dirait qu'il attend et qu'il attend. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Ok, du coup. Mais non! Ouais, mais ça a l'air quand même super beau. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu en dis, moi je sais qu'il me reste des Ghibli à voir, tu vois. Je me dis, je préférerais autant voir les Ghibli qui me restent que le voir. Mais je recommande quand même parce que c'est peut-être le début d'un futur gros studio en fait. Ouais. Et ça va peut-être évoluer et il faut voir. Quand c'est le premier film, c'est quand même déjà une première pierre d'un studio, c'est quand même vachement bien. Quoi. Après peut-être qu'ils veulent se démarquer de Ghibli et faire des dessins animés plus pour les enfants. Quoi. Ouais, plus européen aussi, peut-être aussi. Voilà, donc c'est pour ça. Moi j'ai trouvé le personnage énervant. Je suis sûre que ça va pas être le cas de tout le monde. C'est vraiment mon avis à moi. Mais pour un premier film, pour un nouveau studio, c'est franchement bien foutu. Il y a que ces petits points d'écriture de personnages qui sont un peu énervants, mais c'est pas bien grave. Et après si jamais c'était partir de Ghibli pour refaire du Ghibli, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non, donc là du coup c'est un autre studio, donc ça s'appelle Ponok. Que je me rappelle, c'est un mot je crois croate qui veut dire nouveau départ, quelque chose comme ça. Donc même le nom du studio est bien trouvé, donc voilà. Et je recommande aussi pour des petits chats qui sont vraiment très mignons. Non mais ils ont vraiment une importance en fait, c'est des familiers dans le lore de la sorcellerie, c'est des familiers qui sont là pour guider les sorcières. Donc c'est quand même bien sympa. Okay. Ben merci, et on a fini toutes nos news, dites-moi, on est venu à bout de cette dose de news. On va passer donc à la fin de l'émission. Je crois que ce fut une émission assez costaud. J'ai l'impression qu'on a couvert pas mal de sujets. Ouais. On a donné beaucoup de choses à voir, à lire, à manger. De petite heure et demie. Oui, 1h30 quoi. De quoi vous occuper pour la semaine? Ouais, alors moi j'avais qu'un sujet, donc c'est pas ma faute, d'accord? Fâchez-les, pas moi. J'en ai mis quelques-uns. Ouais, mais moi il y a pas mal de choses que j'ai envie de voir, genre la Casa des Papel, ça me parle pas mal quoi. Full Metal, tu vois, je suis curieuse quoi. Mais Full Metal, je m'attendais à un truc vraiment horrible et au final, par moment, j'avais des rebonds de « Ah mais c'est bien !» Donc et après, mais les perruques sont moches. Ah mais les perruques les perruques sont incroyablement moches. Non mais il y a pas mal de choses, donc j'espère que pour vous aussi vous aurez pas mal de choses à voir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter dans YouTube ou que ce soit que vous regardez ça. Des autres et pas de moi. Oh la jalousie. Ah, c'est clair, la victime. Si, moi je vais regarder Insect. Voilà. Moi je tiens à dire que l'animé que t'as présenté, ils avaient l'air vachement bonnes les meufs. Merci les mecs, merci. Comme d'habitude, on va faire un petit point sur. Est-ce que j'ai. Non. J'ai pas tout mis, non. Non, t'as pas tout mis, t'as pas fait ton travail. Je l'ai fait en live. Hein. On va commencer par. N'hésitez pas à aller sur geekink.fr/don. Voilà, si vous cherchez un moyen de nous soutenir. Comme d'habitude, vous le savez. Vous pouvez le faire de manière financière, donc via ce lien, mais aussi tout simplement en nous regardant ou en propageant nos émissions, que ce soit en les envoyant à un collègue qui a l'air d'aimer un peu les trucs geeks, ou même à des gens qui ne connaissent pas forcément, mais qui ont envie de découvrir. Mais non, mais c'est vrai que des fois, tu te rends pas... Enfin, voilà, tu peux découvrir. Hein. Les gens sont ouverts d'esprit, ils ne sont pas cantonnés qu'à leurs petits trucs. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez, toutes les informations sont là-dessus. Pour toutes nos émissions, c'est geeking.fr/agenda. C'est bien ça. Tout à fait, avec la liste des streams.
Et il y a pas mal de streams. Timo recommence ses Inc. Oui. Chose incroyable. Donc je reviens et il me sucre tous nos jeudis soirs. Allez. Non, je rigole. Il a bien évidemment raison. Il y a aussi beaucoup de streams. Il y a du jeu. De jeux. Il y a d'autres émissions. Il y a du PUBG en ce moment, pas mal. Ouais. Ouais, il me semble. Du qualité. lourd skill. du skill surtout. Du skill. Toi, tu fais aussi une émission sur le cinéma. Ouais, je fais ça avec Jeff, on en a fait une là, juste avant. Donc n'hésitez pas à aller la regarder du coup dans le replay. Sur Twitch, c'est ça. Et sur Twitch, et on la postera sur YouTube et sur également. YouTube. Donc ça s'appelle Box Office. C'est 2 par mois. Ça, non, 1 par mois. 1 par mois. Ouais, ok. le temps de faire. Mais on a déjà le sujet du prochain. On va essayer d'en faire 2 au mois de mars. Ouais, on va essayer d'en faire 2 au mois de mars. Pas mal. Donc de toute façon, il y a tout dans geeking.fr/agenda. Regardez, il y a forcément des choses qui vont vous intéresser. Et mais moi, je veux remercier nos super chroniqueurs de l'enfer. Je crois que t'avais mis un truc avec de l'enfer. De l'enfer. Chroniqueurs de l'enfer. Ouais, du paradis, tu me dis, c'est chelou du paradis. Je crois que c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc là-bas, c'est El Malarge. Pardon, j'ai le pied de la caméra. Charlie, t'as pas du tout fait dans l'ordre en plus. Non, pas du tout. Abrutim, Lim, et là-bas, il y a Jeff Quaderi. Et j'ai enlevé Jeff en plus. Et t'as oublié Jeff, non, c'est n'importe quoi ce qu'il a fait. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà, nos Twitter, si vous voulez nous suivre, nous faire des petits coucous, tout ça, n'hésitez pas. On est plutôt actifs sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur le réseau social. Oui. Sur, je ne sais pas, de Geeking. Donc si vous avez des questions, allez-y. Si vous voulez faire des bisous, allez-y. Et laissez-nous des commentaires sur YouTube. Laissez-nous des commentaires. On sera là pour vous répondre. Exactement. Et le pouce bleu. Et le pouce bleu. Le sans pouce bleu. Et les 5 étoiles sur iTunes. Et 5 étoiles sur iTunes. Dis donc, là, on a l'impression de revenir 10 ans en arrière. Allez, bisous tout le monde. Allez, bonne soirée, ciao. Bonne soirée, ciao. Merci d'avoir été là.